Bonsoir à tous, chers auditeurs, auditrices. Bienvenue sur ce live de Un jour d'histoire. Révisons l'histoire. Voilà, on reprend le format classique. Tous les jeudis à 18 h. On va réviser l'histoire de façon ludique en posant quelques petites questions et puis en faisant ça sous forme d'un petit QCM. Voilà, donc bonjour à tous, bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien, que vous m'entendez bien dans le chat. Voilà, je vérifie que tout le monde est présent, enfin que tout le monde, que le chat répond bien, que tout le monde va bien, Kakashi Snape est là. Bonsoir Kakashi Snape. On a notre Modo qui est présent aussi. Présente, c'est une femme, hein, on va pas le cacher. Voilà, donc elle est bien présente. Vous et vous et vous qui derrière votre écran regardez le live, je vous remercie d'être avec nous ce soir. Aujourd'hui, ce soir, on va réviser la 4e et la 5e République. Alors, on va faire de l'histoire politique. Pourquoi, comment, pourquoi ce thème, etc. C'est tout simplement parce que mes élèves de 3e sont actuellement en train de travailler sur la 4e et la 5e République. Enfin, du moins jusqu'en 2002, on va garder un peu de... voilà, on va pas trop s'intéresser à l'histoire très très proche, mais du moins sur l'évolution des institutions qui composent notre 5e République, République dans laquelle nous sommes aujourd'hui et actuellement. Donc voilà, n'hésitez pas à vous manifester dans le chat si vous avez un compte Twitch, à activer, ça y est, je parle comme sur YouTube moi, à activer la petite, c'est un petit cœur qu'il y a. Oui, il me semble que sur Twitch c'est un petit cœur, ou une petite cloche aussi pour suivre, voilà, pour suivre les différents lives. Pas de pression, on est là en apéro, on est là en mode détente, en mode chill. Vous ne serez pas noté, vous ne serez pas évalué. C'est juste pour vous, vous resituer par rapport à ces connaissances sur les institutions, le contexte de la mise en place des institutions de la 5e République dont vous votez. Dont on est encore aujourd'hui. Je précise tout de suite, je ne suis pas là pour faire de la politique, hein, donc je ne vais pas donner mon avis sur sur les politiques qui ont été mises en œuvre depuis le début. Je ne donnerai pas mon avis pour dire ou affirmer que la République est le meilleur des régimes politiques. Ce n'est pas le but principal ici. C'est surtout de permettre à nos élèves et à mes élèves et à tous ceux qui sont derrière votre écran de vous réexpliquer un peu, de vous remémorer les événements qui ont mis en place les structures, la constitution de la 5e République, constitution dont on dépend encore fortement aujourd'hui, vous l'aurez compris. Voilà, alors dites-moi si tout va bien. Le cœur c'est pour suivre et la cloche pour les notifs. Oui, c'est juste, effectivement. Effectivement, donc les notifs, surtout activez les notifs. Si vous voulez me suivre, tant mieux. Puisque comme ça vous serez averti de chaque live qu'il y a. Au pire, si vous ne voyez pas tout, il y a une rediffusion qui est sur YouTube. Celle-ci, elle y sera en rediffusion parce que ça peut être intéressant pour tout le monde. Voilà, donc bonsoir à tous, je regarde. Ok, bah de toute façon on va pas perdre plus de temps, hein. On va commencer tranquillement, et puis on va avancer, puisque voilà. Alors je sais que vous êtes sur les réseaux sociaux, sur YouTube, etc. On a vu l'intervention du Premier ministre concernant le déconfinement. Donc je sais que vous êtes plus attiré par ça, ce qui peut se comprendre. En tout cas, sachez que je vais réfléchir, mais il me semble, enfin, tant que les collèges, les écoles ne rouvriront pas pleinement, je pense que je ferai toujours des lives révisant l'histoire pour que chacun puisse profiter de quelques petites notions qui reviendraient, qui reviennent comme ça. Voilà, j'espère que vous êtes en forme, j'espère que vous êtes bien installés. Prenez votre petite bière, votre petit verre de vin, votre tasse de café, votre boisson alcoolisée ou non, à boire avec modération d'ailleurs, hein, on le rappelle bien, c'est toujours important de le préciser. Mais voilà, posez-vous bien avec votre café, avec votre coca, ce que vous voulez. Prenez votre petit crayon, votre petit stylo à côté pour comptabiliser les petits points. Me l'annoncer sur le chat de Twitch si vous y êtes. Sinon, vous pouvez toujours passer par les réseaux sociaux d'un jour d'histoire, hein, un jour d'histoire, c'est comme ça se prononce, sur Twitter, sur Facebook, sur Instagram. Je serai ravi de lire à quel point vous êtes performant dans l'exercice.
Ah, donc merci Modo, hein. Oui, oui, l'abus d'alcool est à consommer avec modération, on reprécise. Voilà, en tout cas, posez-vous bien, soyez à l'aise, tranquillou, on chill, on y va. Et puis, on va commencer avec la première question, puisqu'on va remonter un peu avant la mise en place de la 4ème République, mais c'est pour comprendre le contexte dans lequel cette République a été mise en place. Avec la première question, le gouvernement provisoire de la République française, qu'on appelle le GPRF, met fin au régime de Vichy en rétablissant la légalité républicaine. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Je vous laisse quelques secondes pour pouvoir écrire votre réponse. Je regarde dans le chat en même temps. On attend les réponses. Alors, le gouvernement provisoire de la République française, qu'on appelle le GPRF, met fin au régime de Vichy en rétablissant la légalité républicaine. Vrai ou faux? À ce moment-là, on est en 1944. Donc, on regarde le chat. Pour le chat, c'est réponse A. Et oui, tout à fait, c'est la bonne réponse. Effectivement, le gouvernement, ce qu'on appelle le gouvernement provisoire de la République française, dont le principal dirigeant est Charles de Gaulle, hein, qui revient en France suite à la libération. Eh bien, ils vont rétablir la légalité républicaine par ordonnance et mettre ainsi fin au régime de Vichy, à l'État français, ce qu'on appelait à ce moment-là régime, hein, l'État français qui avait mis à terre la Troisième République. Petit rappel très rapide, 1789, 1792, 1799, on est sur la Première République. Ensuite, la Deuxième République, elle est de 1848 à 1852. Ensuite, la Troisième République, 1870 à 1940. Voilà. Et il y a l'État français entre-temps. La Troisième République étant une des républiques les plus longues de notre histoire. Ensuite, on a la 4ème République et la 5ème République qu'on aborde aujourd'hui. Je vais faire confiance à mon talent pour donner des réponses au hasard. Mais non, mais non. Il y a des choses qui paraîtront très logiques et qui ne seront pas très compliquées. Donc effectivement, à la Seconde Guerre mondiale, il faut bien repenser, refonder cette république qui a été balayée par l'État français, par le régime de Vichy, qui était un régime totalitaire. Et donc, par ordonnance, on rétablit la légalité républicaine. Question numéro 2. Bim, qui est condamné à mort en août 1945? Charles de Gaulle, Philippe Pétain, Adolf Hitler ou François Mitterrand? Alors, je vous laisse répondre. Qui est condamné à mort en août 1945? Charles de Gaulle, Philippe Pétain, Adolf Hitler, François Mitterrand. Alors dans le chat, j'attends une réponse. Vous, sur votre feuille, écrivez la réponse qui vous convient le mieux, voilà, que vous voulez mettre. Et puis voilà, n'oubliez pas de me partager ensuite vos résultats sur les réseaux sociaux, je serais ravi de les lire. Voilà. Alors, réponse B. Réponse B dans le chat, on est sur de la réponse B. Eh bien, c'est la bonne réponse, effectivement, c'est bien Philippe Pétain qui est condamné à mort en août 1945. Va-t-il réellement être exécuté? Non, non, puisque De Gaulle va transformer sa peine en peine de prison à vie. Il mourra en prison. Donc voilà, donc Philippe Pétain, c'est bien le dirigeant de l'État français, hein, est accusé de... Enfin, il y a énormément de preuves à charge, pas de preuves à charge, mais il y a énormément de... Voilà, ah, j'ai le terme qui m'échappe. En justice, de poursuites, oui, qui sont de... Voilà, il y a beaucoup de termes qui sont... il est à charge, quoi. Voilà, son dossier est à charge. Hitler, il s'est suicidé. De Gaulle, il n'a pas marché avec Hitler, donc il n'a rien à faire là. Bah oui, effectivement. Mais De Gaulle va quand même, comme c'est lui le dirigeant du gouvernement provisoire de la République française, hein, le GPRF, c'est lui qui va quand même voilà, permettre à Pétain, en tout cas, de ne pas être exécuté, de commuer sa peine en peine de prison à vie. C'est un personnage, hein, Philippe Pétain, qui était assez vieillissant déjà à ce moment-là, donc il servait à rien de l'exécuter. Et en plus de ça, il montre un certain pas en avant, sans trop en montrer non plus. Bien, on passe à la question suivante. Hop.
Question numéro 3. Comment appelle-t-on la traque et le châtiment expéditif de la population des personnes accusées de collaboration? Est-ce qu'on parle de l'épuration sauvage ou de l'épuration légale? C'est la question que je vous pose. Comment appelle-t-on la traque et le châtiment expéditif de la population des personnes accusées de collaboration? L'épuration sauvage, l'épuration légale. Alors, qu'est-ce qu'on dit dans le chat? Écrivez derrière. Hein. Est-ce qu'on parle d'épuration sauvage ou d'épuration légale? Alors là, il y a une bataille dans le chat. On est entre du A et du B. Eh bien, la bonne réponse, c'est la réponse A. Hein. On parle d'épuration sauvage. Effectivement, là, on parle de cette traque qui a juste au moment de la libération, quand les villes commencent à être libérées, toute personne qui est accusée d'avoir collaboré est parfois massacrée. Hein. Des familles sont massacrées, mais sont aussi humiliées, sont frappées, sont particulièrement exhibées et violentées par la population qui est nouvellement libérée. Je précise rapidement que c'est les fameux épisodes des femmes tondues. Hein. Pour les femmes qui étaient accusées d'avoir d'avoir eu des rapports avec un Allemand, étaient tondues. C'était une sorte d'humiliation. Hein. C'est pas une sorte, c'était une humiliation. Voilà, donc effectivement, les femmes étaient tondues, montrées en place publique. On leur gravait la croix gammée sur le front. Donc autant dire que voilà, c'était un épisode pas forcément heureux de la libération. L'épuration légale, elle vient par la suite, juste après. Pour éviter justement cette épuration sauvage, l'État, le GPRF, le gouvernement provisoire de la République française, va mettre en place des tribunaux qui vont juger les collaborateurs. Notamment, alors en particulier pour les déchoirs de leur nationalité française, pour les condamner à des peines de prison, à des amendes, pour empêcher à certains, en tout cas pour licencier certains de leurs postes de fonctionnaires. Voilà, c'est pour éviter cette traque populaire. L'État récupère ça et fait une épuration plus légale, dont le procès de Pétain fait partie. Voilà. Bien. L'entreprise Renault est confisquée aussi. Ah bah tout le monde n'a pas mon talent. On y vient. Juste après. Question numéro 4. Quels sont les partis majoritaires à l'Assemblée constituante de 1945? Car oui, après avoir rétabli la légalité républicaine, après avoir fait les premières réformes, etc., il faut mettre en place une Assemblée constituante qui va être chargée de réfléchir à une nouvelle constitution pour remettre en place et refonder la République. Je rappelle que la constitution, c'est le texte de loi qui régit toutes les institutions d'une république. Sans constitution, il n'y a pas de république. Voilà. Donc, est-ce que c'est le Parti communiste, la SFIO, le mouvement républicain populaire? Alors, les partis. Ah oui, donc dans le chat, je vois que dès qu'on parle politique, c'est un peu plus confus, mais voilà, ça permet de resituer correctement les choses. Quels sont les partis majoritaires à l'Assemblée constituante de 1945? Il y a un petit piège en plus là-dessus. Le Parti communiste, la SFIO, le mouvement républicain populaire. Je rappelle que à ce moment-là, le Parti communiste, il est très proche des idées soviétiques, de l'URSS. Effectivement, communiste, qui a une idéologie communiste. La SFIO, c'est ce qui résulte du Front populaire. Je rappelle que la SFIO, c'est un parti socialiste qui était porté vers des lois et des réformes sociales. Le mouvement républicain populaire, c'est un mouvement centriste. Beaucoup plus centriste. Quand on parle d'un mouvement centriste, quand on regarde une assemblée nationale, c'est les personnes qui sont au centre. Voilà, qui sont au centre de la partie politique et qui prennent des idées de droite, des idées de gauche, des idées libérales. La droite, c'est le libéralisme, souvent, et des idées socialistes pour en faire un micmac.
On pourrait parler de très loin, hein, je précise, hein, mais c'est un peu la République en marche actuelle, LREM, hein, le parti du président de la République Macron, Emmanuel Macron. Voilà. Donc le mouvement républicain populaire, il se situe là. Alors, vous dites C, vous dites B, le C, maintien. Alors ça aurait pu, mais en fait c'est les trois. C'est les trois. Les trois partis sont majoritaires. En fait, ils ont fait une sorte d'alliance en quelque sorte. Ce qui les relie, leur point commun, c'est que ce sont surtout des partis d'anciens résistants. Hein. C'est enfin, des résistants majoritairement. C'est les partis de la résistance qui étaient là. C'est pas cool les pièges comme ça. Ouais, bah si on peut pas s'amuser un petit peu des fois, hein. Donc voilà, c'est les anciens partis de la résistance, hein, qui sont majoritaires pour constituer cette nouvelle assemblée. Voilà. Hop, on passe à la question numéro 5. Parmi ces réformes, oula, je tape sur mon bureau, ça va pas aller. Parmi ces réformes, laquelle n'est pas mise en œuvre par le GPRF? La cinquième semaine des congés payés, la sécurité sociale, le droit de vote donné aux femmes ou les nationalisations d'entreprises. Alors, parmi ces réformes, laquelle n'est pas mise en œuvre par le GPRF? Je rappelle que c'est le gouvernement provisoire de la République française. Voilà, donc je vous laisse répondre, écrire. Allez, voyons voir. Donc, parmi ces réformes, laquelle n'est pas mise en œuvre par le GPRF? Alors, on a dans le chat, on dit A. Il n'y a pas de piège. Ici, il n'y a pas de piège, pas dans celle-là. Je vous en ai fait qu'un seul de piège. J'aime bien toujours en glisser un dans ces révisions l'histoire. Voilà, donc, alors, parmi ces réformes, laquelle n'est pas mise en œuvre par le GPRF? La cinquième semaine de congés payés, la sécurité sociale, le droit de vote donné aux femmes, les nationalisations d'entreprises. Ah. Eh bien, c'est la bonne réponse, effectivement. Hein, c'est bien la cinquième semaine de congés payés qui n'est pas qui n'est pas mise en œuvre par le GPRF. Voilà. C'est bien la cinquième semaine de congés payés. Hein. Effectivement, 1945, alors déjà 1944, le droit de vote qui est donné aux femmes. C'est historique pour la France. Dans certains autres pays, c'est donné depuis belle lurette. Mais là, enfin, on passe au suffrage universel. C'est-à-dire que hommes et femmes de plus de 21 ans, à ce moment-là, peuvent voter et élire. Élire pour les députés, surtout, à ce moment-là. Les nationalisations d'entreprises, bah, c'est effectivement ce qu'on disait tout à l'heure oui, en Turquie, c'est en 1938 le vote pour les femmes. La Turquie était en avance sur la France. Les choses changent entre-temps, mais voilà, ce qui montre que dans beaucoup de pays d'ailleurs, le droit de vote était donné avant. La première fois que les femmes votent, c'est en 1945, justement pour cette assemblée constituante. Hein, pour élire les députés de l'assemblée constituante, elles votent. On est en octobre 1945. Voilà. Mais le droit est accordé en 1944. Les nationalisations d'entreprises, c'est une nationalisation en quelque sorte, c'est l'État qui va devenir propriétaire de l'entreprise. C'est l'exemple de Renault, effectivement. Le patron était suspecté d'avoir collaboré avec les Allemands, donc ses entreprises sont confisquées. Et c'est l'État qui va se charger de gérer ces entreprises Renault. Hein, elles deviennent des entreprises de l'État. Donc, on parle de nationalisation. Hein, c'est une nationalisation quand on fait en sorte que l'État prenne la direction d'une entreprise. Et ça existe effectivement pour Renault, qui a été suspecté de collaboration. La sécurité sociale aussi, elle est mise à partir de 1945. On peut enfin indemniser les retraités, donner les malades, hein, pour les maladies, pour les retraites, etc. Ils sont enfin indemnisés. On peut leur donner de l'argent et éviter qu'ils ne perdent trop à cause de leur maladie ou de leur retraite. C'est bien la sécurité sociale qui est mise en place en 1945 par le GPRF.
et qui aujourd'hui encore est sans doute un privilège français, si je peux dire ça comme ça. Hein. C'est-à-dire qu'on a dans le monde un des meilleurs systèmes de sécurité sociale. Il ne faut pas le nier là-dessus. On a la chance parfois de pouvoir aller gratuitement voir le médecin, etc. Donc c'est non négligeable. Et donc c'est la 5e semaine de congé payé. Non, elle n'est pas mise en place à ce moment-là. Allez, on passe à la question numéro 6. Hop. Comment est adoptée la Constitution d'octobre 1946 ? La Constitution qui va mettre en place la 4e République. On est par ordonnance, par élection, par la force, par référendum. Donc, comment est adoptée la Constitution d'octobre 1946 qui va donner naissance à la 4e République? Alors, dans le chat, ça a répondu vite, là. Effectivement, la réponse D. Merci pour le verre d'eau. Réponse D. Je vous laisse répondre, vous, derrière votre écran. Alors, comment est adoptée la Constitution d'octobre 1946 ? D, la réponse D, ça hurle le même dans le chat. Et oui, avec ses écrits en majuscules. Effectivement, c'est bien la réponse D, hein, par référendum. C'est une pratique qu'on va voir surtout au début de la 4e et de la 5e République. Hein. C'est bien par référendum qu'est adoptée la Constitution d'octobre 1946. Un référendum, c'est quoi ? C'est une question qui est posée à la population. Et la population répond par oui ou par non. Voilà, c'est ça le référendum. Donc cette constitution, on a demandé aux Français s'ils étaient d'accord avec celle-ci. Et on leur a dit, est-ce que vous êtes d'accord ? Oui, non. Le oui a été largement majoritaire. Et donc, la 4e République est née. 1946. Voilà. Question numéro 7. Dans cette 4e République, qui joue le rôle le plus important ? Le président de la République ? Le Premier ministre ? Ou l'Assemblée nationale? Alors, je vous laisse répondre. Qui joue le rôle le plus important dans la 4e République? Non, il n'y a pas de Naruto à ce moment-là. Je dis ça parce que dans le chat, on dit c'est Kakashi, mais non. Non, c'est pas Kakashi. Alors c'est pas la A déjà. Pourquoi ce serait trop simple? Qui joue le rôle le plus important dans la 4e République? Le Premier ministre ou l'Assemblée nationale? J'aurais dit la C. Eh ben, tu as bien dit. Tu as bien dit, puisqu'effectivement, on est sur la réponse C, l'Assemblée nationale. Hein, parce qu'il me semble que De Gaulle dit que le président n'a pas assez de pouvoir. Il y a des souvenirs qui reviennent, on va y revenir juste après. Effectivement, l'Assemblée nationale il va prendre énormément de place dans cette 4e République. D'ailleurs, on va parler d'un régime parlementaire à ce moment-là. Hein. La 4e République est associée à un régime parlementaire. C'est le Parlement qui a le pouvoir. L'Assemblée nationale, alors le Parlement, c'est Assemblée nationale plus Sénat. Assemblée nationale plus Sénat, on parle de Parlement. Ministre et Premier ministre plus Président de la République, on parle de gouvernement. Le gouvernement, c'est le Président de la République plus ses ministres. Le Parlement, c'est l'Assemblée nationale plus le Sénat. Voilà. Donc dans un régime parlementaire, c'est bien l'Assemblée nationale en particulier et le Sénat qui ont le plus de pouvoir, plus d'importance. Ils vont pouvoir largement maîtriser le président de la République. D'ailleurs, c'est bien pour ça que vous ne connaissez que très peu de présidents de la 4e République, même sous la 3e République d'ailleurs. L'Assemblée nationale, elle est élue comment? Elle est élue au suffrage universel. Voilà, elle est élue au suffrage universel, c'est-à-dire par la population. Qui va élire ses représentants. Les représentants de la population, c'est les députés. Quelques points de vocabulaire s'imposer, me semble-t-il. Voilà. Qui peut battre mon instinct? Personne. Non, ça c'est sûr. Bien. Question numéro 8. Pourquoi De Gaulle démissionne-t-il du GPRF en 1946? Il veut un président fort. Il veut avoir les pleins pouvoirs. Il est chassé du gouvernement. Il veut une Assemblée nationale forte. Alors dans le chat,
Si on réfléchit 2 minutes, il y avait déjà la réponse précédemment donnée. Donc pourquoi est-ce que De Gaulle, lui, va démissionner du GPRF en janvier 1946? Ah. Il veut avoir les pleins pouvoirs. Ah bah alors, c'est drôle parce que des fois, ça c'est bien des résultats de... Bonjour, un PY Live qui vient de nous rejoindre, ça fait plaisir. Et de mettre une superbe icône dans le chat. Alors, pour reprendre, hein, effectivement, la réponse, on est sur la réponse A. Et oui, on est sur la réponse A. De Gaulle, il va démissionner non pas parce qu'il veut avoir les pleins pouvoirs, son but c'est pas d'avoir le plein pouvoir. Il n'est pas du tout chassé du gouvernement et il veut pas une assemblée nationale forte. Non, lui, il voulait que le président ait une place plus importante. Une place beaucoup plus importante et qu'il ait des pouvoirs qui lui permettent un pouvoir exécutif, hein, c'est-à-dire qu'il soit beaucoup plus important. Comme vous l'avez vu, l'Assemblée constituante et le GPRF ne vont pas dans ce sens-là, eh bien il va démissionner et il va s'en aller de la vie politique, en tout cas pour pas très longtemps. Question numéro 9. Quelle crise majeure la 4ème République n'arrive-t-elle pas à résoudre? La guerre d'Indochine, la crise de Cuba, des manifestations étudiantes ou alors la guerre d'Algérie? Quelle crise majeure la 4ème République n'arrive-t-elle pas à résoudre? On avance un peu dans le temps. Voilà. Alors, on a du D, on a du C. Quelle crise majeure la 4ème République n'arrive-t-elle pas à résoudre? À ce moment-là, je vous donne un indice, on est entre 1954 et 1958. 1954 et 1958. Il y a une bataille dans le chat. Vous, derrière votre écran, vous l'avez la réponse? C'est bon? Eh bien, je vous la donne tout de suite. C'est bien la guerre d'Algérie. Effectivement, on est en pleine guerre d'Algérie. Les Français qui sont à Alger refusent toute négociation. Eux, ils n'ont qu'un objectif, voilà. Ils ont constitué un comité de salut public, en quelque sorte, pour refuser toute négociation pour la décolonisation de l'Algérie. Forcément, en face, on a le FLN, le Front de Libération Nationale, qui continue à commettre des attentats. La crise, elle est à son paroxysme en 1958. Et là, on est carrément au bord de la guerre civile, hein, dans le pays, en Algérie et en France. Et il va y avoir d'énormes manifestations pour réclamer, pour refuser en tout cas les négociations vis-à-vis de l'Algérie. Je vais pas dire. Alors, il y a une partie, c'est la création de ce comité de salut public qui va se détacher de la 4ème République et qui va commencer à faire peur aux députés, etc. Et les manifestants réclament autre chose. Vous allez très vite comprendre quoi. Avec cette question numéro 10, maintenant. Question numéro 10. Qui est rappelé et se voit investi des pleins pouvoirs pour régler la crise et mettre en place une nouvelle constitution? Jacques Chirac, Charles de Gaulle, Philippe Pétain ou alors François Mitterrand? Ces manifestations, elles réclament le retour d'un personnage. Lequel? Voilà. Pour régler la crise en particulier et mettre en place une nouvelle constitution qui va du coup changer la donne et qui va mettre fin à la 4ème République. 4ème République qui n'aura donc pas survécu à la crise à la guerre d'Algérie, à la crise algérienne. C'est Minato qui revient. Et non, c'est pas Minato qui revient. Alors je vous laisse répondre. Qui est-ce qu'on fait revenir? Bon, vous l'aurez deviné, hein, c'est pas très compliqué en soi. Qui est-ce qu'on fait revenir? Jacques Chirac, De Gaulle, Pétain ou Mitterrand? Eh bien oui, dans le chat vous l'avez, même vous l'avez, c'est bien De Gaulle, hein, effectivement. C'est bien Charles de Gaulle qu'on fait
qu'on fait revenir, en tout cas on réclame ce qui revienne, et on va l'Assemblée va lui donner les pleins pouvoirs pour régler la crise pour 6 mois. En 6 mois, il a l'objectif de mettre en place une nouvelle constitution et on lui donne les pleins pouvoirs. À ce moment-là, De Gaulle, on a presque l'impression, en tout cas pour les avis d'historiens ou en tout cas de spécialistes, ils ont l'impression qu'on retrouve petit à petit un homme d'État, un homme d'un régime totalitaire. Les pleins pouvoirs, ça effraie en quelque sorte, puisque généralement derrière, on l'a vu, toute personne qui a les pleins pouvoirs met en place un empire, un régime totalitaire, etc. Ce ne sera pas le cas de De Gaulle. De Gaulle, il va s'y tenir à sa constitution et il va la mettre en place. Hop. Question numéro 11. Oh, on enlève. Hop. En quelle année est adoptée la constitution de la 5ème République, elle-même par référendum? De Gaulle apprécie énormément les référendums. Il préfère passer par le peuple plutôt que par l'Assemblée nationale. Donc c'est en 1946, en 1948, en 1956 ou en 1958. Alors, en quelle année est adoptée la constitution de la 5ème République par référendum? Je vois dans le chat qu'on est sur la réponse D. Vous, derrière votre écran, vous l'avez aussi. On y est. Et oui, effectivement, c'est bien la réponse D. En 1958, ça fait 15 fois que je dis la date depuis la question précédente. Donc voilà, en 1958, c'est par référendum que la constitution de la 5ème République est accordée. Et dedans, qui va avoir le plus de pouvoir à ce moment-là? Ce n'est plus je vais y arriver, ce n'est plus l'Assemblée nationale, mais c'est bien le président qui va avoir une place beaucoup plus importante. On parle alors d'un régime semi-présidentiel. La 4ème République, c'est un régime parlementaire. La 5ème République, c'est un régime semi-présidentiel. Là, le président de la République va avoir le pouvoir de nommer ses ministres, va pouvoir réclamer, va pouvoir dissoudre l'Assemblée nationale aussi. Si le Premier ministre, il est issu de la majorité à l'Assemblée nationale. Voilà. Généralement, un parti qui a une majorité de députés à l'Assemblée nationale en fait le Premier ministre. Et le président de la République, lui, peut dissoudre cette Assemblée nationale. Et il a le pouvoir de nommer son Premier ministre, donc de le choisir. C'est toujours le cas aujourd'hui. Voilà. Donc ces pouvoirs vont être beaucoup plus importants. Bien. Question numéro 12. À partir de 1962, comment est élu le président de la République? Suffrage universel indirect, suffrage universel direct, suffrage censitaire ou suffrage masculin direct? À partir de 1962, donc on a une réforme constitutionnelle en 1962 qui va permettre une élection un peu différente du président de la République. Suffrage universel indirect, suffrage universel direct, suffrage censitaire, suffrage masculin direct. Les femmes votent depuis 45, donc pas la D. Effectivement, ça suit bien dans le chat. Si vous suivez aussi, c'est une réponse tout à fait légitime. Donc effectivement, ce n'est pas la D par élimination. La réponse D, la réponse B. Alors la réponse B. La réponse C, on est sur du suffrage censitaire. Pour rappel, le suffrage censitaire, c'est pouvoir voter en payant. Donc voilà, c'est le suffrage censitaire, on paye un cens, une sorte d'impôt en quelque sorte, pour pouvoir voter. C'était particulièrement inégalitaire, donc ce n'est pas la C non plus. Et puis la réponse, voilà, je vais la donner, donc c'est bien la réponse B qui a été donnée. J'ai vu le petit A popper là, non, c'est pas la réponse A, c'est bien la réponse B, suffrage universel direct. À partir de 1962, le président de la République est élu par les citoyens. Voilà. Et c'est encore le cas aujourd'hui. On vote pour le président de la République au suffrage universel direct. Femmes et hommes. Voilà. À partir de 21 ans. À ce moment-là.
Le suffrage universel indirect, c'était ce qu'il y avait entre 1958 et 1962. On passait par des grands électeurs. Des grands électeurs qui étaient chargés de voter pour le président. Mais ça a évolué. Et là encore, c'est par référendum que cette réforme constitutionnelle a été acceptée. Voilà. On passe à la question numéro 13. Hop. Qui succède à De Gaulle après sa démission en 1969? Georges Pompidou, Valéry Giscard d'Estaing, François Mitterrand ou Jacques Chirac? Alors là, on passe maintenant les présidents. Les présidents, comme on les élit au suffrage universel direct, eh bien, on les connaît. Et ils sont à connaître, les présidents de la Ve République, parce qu'ils ont apporté tout un certain nombre de réformes qui construisent clairement notre société d'aujourd'hui. Alors, Georges Pompidou, Valéry Giscard d'Estaing, François Mitterrand ou Jacques Chirac? Dans le chat, on a du A. Vous l'avez. Et ben, je vous donne la réponse tout de suite, sans plus tarder. Et effectivement, c'est bien Georges Pompidou qui va succéder à De Gaulle. Alors après sa démission, je reviens juste vite fait dessus pour faire la transition. En 1969, De Gaulle se sent complètement désavoué. Il y a l'année d'avant, en mai 68, il y a eu des grandes grèves et des grandes manifestations. Les manifestations de mai 68 qui ont paralysé le pays. Et De Gaulle, après ça, il a réussi à gérer, à rétablir l'ordre, mais il s'est senti complètement désavoué. Les jeunes ne se reconnaissaient plus en De Gaulle. Ils voyaient en lui un vieux conservateur, etc. Donc, en réaction, il y a eu ces manifestations et ces grandes grèves. Voilà, ça lui a posé un problème. Alors, pour voir si, en plus de ça, en 1965, déjà un peu avant, au moment où les élections, c'est la première fois qu'on élit un président au suffrage universel direct. À ce moment-là, en 1965, De Gaulle, il est déjà en ballottage. C'est-à-dire qu'il faut un second tour pour qu'il soit élu. C'est à la surprise générale. On le pensait très apprécié, etc. Et non, pas totalement, puisqu'il est réélu qu'au second tour, en ballottage. Il y a besoin d'un deuxième tour pour le mettre au pouvoir. En 68, c'est les grèves et les manifestations étudiantes, etc., qui mettent le désordre dans le pays. Il arrive à le réduire. Et en 1969, il va tester sa popularité en quelque sorte en faisant un référendum concernant une réforme des régions. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail de cette réforme-là, mais il propose une réforme des régions, du système de régions, et il va avoir un non majoritaire. Face à ce non, il prend la responsabilité de démissionner. Et il démissionne de son poste de président de la République en 1969. Et donc, c'est bien Georges Pompidou qui va lui succéder. Georges Pompidou qui va rester un peu dans la ligne gaulliste. C'est encore un gaulliste, donc dans la ligne droite. Lui, il va surtout être dans un état interventionniste, c'est-à-dire un état qui doit aménager le territoire. Il va faire de grands aménagements. C'est pas pour rien qu'on a le centre Pompidou, en particulier à Paris, qui montre ce réaménagement, ces aménagements des quartiers parisiens. Après, on aura celui à Metz, mais voilà. Donc, Pompidou, il reste dans la même lignée. Hop. À chaque fois, j'oublie la question. Question numéro 14. Qui donne le droit à l'avortement et abaisse le droit de vote de 21 à 18 ans? Est-ce que c'est Georges Pompidou, Valéry Giscard d'Estaing, François Mitterrand ou Jacques Chirac? Alors, Simone Veil, elle lutte pour le droit à l'avortement. C'est-à-dire qu'elle porte, c'est le porte-parole du droit à l'avortement. Mais c'est bien un président en particulier qui, lui, va rendre ça concret. C'est bien le président de la République qui fait les lois, qui construit la loi, qui fait ensuite voter, etc., et qui propose la loi. C'est la B. C'est la B. Dans le chat, on a des réponses B. Vous l'avez aussi. Effectivement, c'est bien Valéry Giscard d'Estaing qui donne le droit à l'avortement et qui abaisse le droit de vote de 21 à 18 ans. Le droit à l'avortement, c'est 1974, si je ne dis pas de bêtises. Donc c'est tout de suite après son élection en tant que président de la République. Il est aussi de la mouvance gaulliste, comme Pompidou.
Donc ça reste dans la ligne, dans la droite ligne de Gaulle. Et puis lui, il va surtout faire un pas en avant sur les jeunes en leur donnant cette responsabilité d'avoir le droit de vote de 21 à 18 ans. Et encore aujourd'hui, hein, c'est bien à partir de 18 ans que l'on peut voter. Oh, tant pour moi. J'ai bien fait de faire votre enquête avant le live. Ça aide bien, c'est sûr. Voilà. Pour ceux qui ne comprendraient pas ce que c'est l'enquête, une enquête meurtre au Sénat que j'ai concoctée pour mes élèves de 3e. Voilà, si vous allez voir d'ailleurs ma vidéo, je vais la mettre en fiche sur YouTube. C'est là, ce sera là. Je vais la mettre en fiche sur YouTube si vous allez voir ma vidéo sur Geniali que j'ai sortie ce jeudi même. Eh bien, vous allez comprendre, vous comprendrez. Voilà. Et en plus j'en pense tant que je pense tant que je pense à ça, avec la fiche, je mettrai aussi en fiche un peu plus tard, je pense, ou non, ou peut-être dans la foulée, la vidéo que j'ai réalisée pour mes élèves aussi sur la 4e et la 5e République qui donne un peu des connaissances, etc. Donc voilà, vous les aurez, vous en ferez ce que vous en voudrez, voilà. Je viens de me remarquer que j'ai écrit Jogre Pompidou dans les réponses. Bon, voilà. Bien, on passe à la question numéro 15. Hop. En 1980, à quel parti appartient le nouveau président de la République, François Mitterrand? Le Parti communiste, le Parti socialiste, le Front national ou le RPR? Le RPR, c'est un peu l'ancêtre des Républicains. Hein, c'est ce qui est devenu après l'UMP et les Républicains, c'est-à-dire le parti de droite, majoritairement. Un parti de droite, donc idéologie libérale. Donc à quel parti appartient le nouveau président de la République, François Mitterrand? Parti communiste, le Parti socialiste, le Front national ou le RPR? Alors dans le chat on a la B, il est de gauche, non? Eh bien oui, effectivement, c'est bien Kakashi Snipe. Effectivement, pour la première fois on a un président de gauche avec des idées socialistes qui arrive au pouvoir. Hein, on est en 1981 à ce moment-là. Euh, il bat Jacques Chirac, il me semble. Pas de bêtises. Oh, je sais plus contre qui. Ou alors Valéry Giscard d'Estaing. J'ai un petit doute. Je pense que c'est Valéry Giscard d'Estaing. En tout cas, voilà. Valéry Giscard d'Estaing, sur la fin de son mandat, il a dû affronter la crise, les cracks boursiers. Les cracks pétroliers surtout. Hein, la crise des cracks pétroliers. Donc il a été mis dans une mauvaise situation et on fait confiance à la gauche. Et pour la première fois, sous la 5e République, on a un président de gauche qui est élu président de la République. Il appartenait au Parti socialiste. L'ASFIO, hein, qui est devenu le Parti socialiste. Voilà. Bien. Question numéro 16. Parmi ces réformes, laquelle n'est pas prise par la gauche entre 1981 et 1983? La 5e semaine de congé payé, la retraite à 60 ans, l'abolition de la peine de mort ou la privatisation des entreprises. Voilà, donc la gauche arrive au pouvoir en s'appuyant sur le Front populaire, hein, sur ce qui avait été mis en place au Front populaire. Mitterrand, lui, il aimait beaucoup se rattacher à la figure historique de Jean Jaurès. Hein, Jean Jaurès qui a été assassiné en 1914, socialiste. Voilà. Dans le chat, on me dit qu'effectivement, il va battre Valéry Giscard d'Estaing. C'est ça. Hein, c'est au moment de sa réélection qui va battre Jacques Chirac. Voilà, donc, comme je disais, Mitterrand, c'est quelqu'un qui se rattache beaucoup à la figure historique de Jean Jaurès, ce socialiste qui avait été assassiné car pacifiste, car pacifiste. Une des raisons. Il y en a plein, il y en a plusieurs d'autres. Je vais pas revenir dessus, mais voilà, qui était un profond socialiste et voilà. Donc la B et C, c'est sûr. Donc parmi ces réformes, laquelle n'est pas prise par la gauche entre 1981 et 1983? L'abolition de la peine de mort, la 5e semaine de congé payé, la retraite à 60 ans, la privatisation des entreprises. Si on réfléchit, tout à l'heure, on a parlé d'une mesure qui est prise au moment de la libération, qui est plutôt une mesure de gauche, hein, sociale, quelque sorte. Voilà.
Alors, la D, c'est la D. Bah, effectivement, c'est la réponse D. C'est juste, c'est bien la privatisation des entreprises. On a parlé de nationalisation tout à l'heure, où l'État confisque en quelque sorte les entreprises, dirige les entreprises. Privatisation, c'est les rendre à leurs propriétaires. Hein, c'est rendre la propriété privée au patron. Et donc, dans ce cas, c'est un patron qui va diriger lui-même son entreprise. C'est une mesure de droite, hein, c'est libéral. C'est lié au libéralisme de manière générale. C'est une mesure libérale que de donner la direction d'une entreprise à un patron. Voilà, donc la privatisation des entreprises, c'est une mesure de droite. Effectivement, le gouvernement de gauche, le nouveau gouvernement de gauche, va donner la 5e semaine de congé payé, la retraite à 60 ans et surtout abolit la peine de mort. Hein, jusqu'à 1981, la peine de mort existait dans notre pays. À partir de ce moment-là, voilà, on ne condamne plus à mort. Aujourd'hui, hein, ce sont des mesures qui existent toujours. 5 semaines de congés payés, c'est toujours le cas. Mais c'est souvent remis en question. Voilà, donc il faut veiller à préserver ces... Hein, vous l'avez vu hein, avec la réforme de la retraite, les réformes des retraites qui ont fait tant de débats avant le confinement. D'ailleurs, petit coup de chance là-dessus, Macron, mais voilà. Et qui fera encore beaucoup de débats quand on sera déconfiné. Mais voilà, donc c'est souvent remis en question par des mesures plus libérales de droite. Mais en tout cas, entre 1981 et 1983, on prend ces mesures sociales. Bien. Hop. Question numéro 17. Après la victoire de la droite aux élections législatives de 1986, qui devient Premier ministre de Mitterrand? Valéry Giscard d'Estaing, Nicolas Sarkozy, Jacques Chirac ou alors François Hollande. Je rappelle, hein, petit rappel, que les élections législatives, c'est les élections des députés à l'Assemblée nationale. Hein, c'est toujours au mois de juin, parce que dès qu'il arrive au pouvoir en 1981, d'ailleurs Mitterrand, il va aller très vite, il va dissoudre l'Assemblée nationale et il va permettre des réélections et des élections législatives qui vont tourner à son avantage. En 1986, il y a de nouvelles élections législatives. Et là, c'est la droite. Hein, donc on va avoir un président de gauche et une majorité à l'Assemblée de droite. Donc Mitterrand va être obligé d'aller nommer un Premier ministre qui soit de droite. Et donc, qui va être ce Premier ministre de droite? On a la réponse dans le chat. Effectivement, c'est bien la réponse C, hein, tout à fait. On est bien sur Jacques Chirac, qui va être nommé Premier ministre. Qui va devenir Premier ministre de... donc c'est Jacques Chirac qui, à ce moment-là, qui fait partie du RPR, hein, donc de ce parti de droite qui atteint la majorité aux élections législatives de 1986. Ah non, dans le chat... Alors, Hollande, il est de gauche déjà. Oui, il est du PS, du Parti Socialiste, effectivement. C'est juste, c'est bien dans le chat. Valéry Giscard d'Estaing, bon, bah lui, politiquement, il est plus... enfin, il a toujours sa place, hein, mais encore aujourd'hui, c'est une figure importante. Mais voilà, il n'a plus de rôle à tenir dans le gouvernement. Nicolas Sarkozy, lui, ce sera plus tard. Il va arriver. François Hollande aussi, plus tard. Voilà. Donc c'est bien Jacques Chirac, l'ami des pommes, comme je l'appelle, qui arrive au pouvoir, qui arrive en tant que Premier ministre en 1986. Comment appelle-t-on la présence à la tête de l'État d'un président et d'un gouvernement de tendance politique opposée? La cohabitation, l'alternance, l'opposition ou la confrontation? Alors, dans le chat, on donne Sarkozy 2007, Hollande 2012, oui c'est juste. Alors, comment est-ce qu'on appelle la présence à la tête de l'État d'un président et d'un gouvernement de tendance politique opposée? Comment appelle-t-on la présence à la tête de l'État du président? Je répète 3 fois la question. Vous l'avez. Dans le chat, on répond. Réponse A. Effectivement, c'est la bonne réponse. C'est bien la cohabitation. Hein, la cohabitation, c'est bien la présence à la tête de l'État d'un président et d'un gouvernement de tendance politique opposée. Il va y avoir 3 cohabitations jusqu'en 2002, hein, à peu près. On va avoir droit à donc Mitterrand, président, Jacques Chirac, Premier ministre. Ensuite, on va avoir droit à
J'ai un trou sur la deuxième cohabitation. Je sais que le Premier ministre, c'est Balladur. Balladur et Mitterrand. Voilà, c'est Mitterrand, président, Balladur, Premier ministre, qui est de droite. Et ensuite, on va avoir droit à Jacques Chirac, président, et Lionel Jospin. Lionel Jospin du Parti Socialiste, Premier ministre. Voilà. Donc l'alternance, bah, c'est quand on a un président de gauche, puis un président de droite, puis un président de gauche, puis un président de droite. Hein, c'est ça l'alternance. Quand on a voilà, d'abord un président de gauche, puis un président de droite, etc. C'est une alternance politique. On alterne les mouvances, les idéologies. Voilà. Hop. On passe à la 19e question et avant-dernière question. En 2000, Jacques Chirac, qui est alors président de la République, réduit le temps d'un mandat présidentiel. Comment l'appelle-t-on désormais ce mandat présidentiel? Le quinquennat, le septennat, l'octogonat ou le décennat? Alors, en 2000, Jacques Chirac réduit le temps d'un mandat présidentiel. Comment l'appelle-t-on désormais? Le quinquennat, le septennat, l'octogonat ou le décennat? Dans la réponse, effectivement, dans le chat, ça réagit bien, ça réagit bien. Effectivement, vous l'avez aussi, c'est juste, hein, c'est bien le quinquennat. Parce qu'on passe de 7 ans d'un mandat présidentiel, c'est-à-dire la durée durant laquelle le président est président. Hein. Voilà, donc on passe de 7 ans du septennat au quinquennat. Le quinquennat, c'est 5 ans. Et aujourd'hui encore, on est en quinquennat. Le président de la République est réélu tous les 5 ans. C'était justement pour éviter en partie ces problèmes de cohabitation. Et puis ça permet aux Français de pouvoir voilà, changer plus facilement de président. Parce qu'effectivement, sur une période de 7 ans plus longue, bah, il y a un moment donné, peut-être que la politique, elle ne plaît plus aux Français. Et donc, ils se contentaient en quelque sorte d'élire des députés de l'opposition. Et ça crée des déséquilibres et de la cohabitation. Et pour éviter ça, ben Jacques Chirac, sous influence de Lionel Jospin, va réduire le temps du mandat présidentiel. Et on passe au quinquennat, donc 5 ans. Effectivement. On passe à la dernière question. Elle n'est pas très compliquée. Pour mettre un terme à cette petite histoire de la 5e, des institutions de la 5e et de la 4e République. En 2017, qui brise l'alternance politique? Nicolas Sarkozy, François Hollande, Marine Le Pen ou Emmanuel Macron? En 2017, qui brise l'alternance politique? Nicolas Sarkozy, François Hollande, Marine Le Pen ou Emmanuel Macron? Je laisse répondre. Oui, c'est un peu évident comme réponse, hein, si vous réfléchissez bien. Oui, dans le chat, et ben Macron, du coup, il dit qu'il est de centre. Alors oui, c'est ce qu'il dit, en tout cas, de La République En Marche. Oui, c'est juste, hein. C'est bien Emmanuel Macron. C'est la première fois depuis 1958 qu'on voit un président qui n'est ni de gauche ni de droite être élu au pouvoir. Avec une assemblée voilà, qui n'est ni de gauche ni de droite. Alors, leur objectif, c'était de prendre des mesures sociales et des mesures libérales. Chacun en jugera à sa manière de cette politique-là. Je ne me fais pas du tout juge de la politique. C'est pas le but, encore une fois, sur cette vidéo et sur ce Révisons l'Histoire. Mais voilà, effectivement, Emmanuel Macron va briser l'alternance politique en 2017 en étant élu président de la République. Voilà. Voilà, chers amis, chers visiteurs de l'histoire, chers élèves qui avaient suivi ce live. On aura mis une petite heure aujourd'hui, tant mieux, j'ai envie de dire, plus court, plus rapide, mais ça permet de mieux réviser. Alors, dans le chat, indiquez-moi vos résultats si vous les avez. Il me semble qu'ils seront très bons là-dessus. Et on a eu des bons performeurs hein, pour l'instant. Enfin, pour l'instant. Sarkozy, républicain, je crois, droite, Hollande, gauche, Le Pen, droite et Macron. Oula, c'est un peu de virgule. Le Pen, c'est Front National. Voilà. Hollande, gauche, effectivement. Sarkozy, républicain, c'est bien. La droite. Très bien. Alors, on en est où dans vos résultats? Je regarde ça sur le chat.
Allez, 14 sur 20, on a des 17. Et vous, derrière votre écran, là, vous avez eu combien sur votre feuille? Encore une fois, réseaux sociaux, c'est juste en dessous, là, je l'ai mis juste en dessous pour vous. Allez sur... Ah, je vais essayer de... Voilà. Allez sur la chaîne YouTube, Un jour d'histoire, pour voir tous les contenus. Les mini-cours, je fais beaucoup de choses pour mes élèves en ce moment. Normal, hein, vu la période. Euh, Il y a aussi des vidéos beaucoup plus complètes sur le Moyen Âge. J'apprécie énormément cette période historique. Donc voilà, si vous voulez des vidéos beaucoup plus spécialisées en quelque sorte, j'en ai fait une sur l'enfance au Moyen Âge, j'en ai fait une sur la peur au Moyen Âge, voilà, qui sont plus complètes, plus scientifiques on va dire, que les mini-cours. Les mini-cours sont surtout à destination de tous les amateurs et amatrices d'histoire qui aimeraient se remémorer quelques petites choses. Allez sur Facebook, Instagram, Twitter. Je poste régulièrement des posts, donc n'hésitez pas. Et on a 19 sur 20, très bien. Si on compte pas, si on compte pas le piège, 19, c'est des bons résultats. Voilà, donc j'espère que ce petit live vous aura plu, que vous serez bien amusé derrière votre écran. Et puis je vais le rediffuser sur YouTube, comme ça vous pourrez vous réentraîner chez vous si vous avez envie sur la 4e et la 5e République, sachant que les institutions républicaines au lycée, c'est important de les connaître, surtout quand vous allez arriver en première, en terminale. Voilà, c'est des choses qui sont importantes à connaître, à maîtriser pour comprendre comment fonctionne notre politique, hein, puisqu'on vit quand même dans une république et qu'il est important de comprendre un petit peu comment fonctionne la 5e et la 4e République, la 5e République surtout. Je partage vu que Modo est plus là. Ah, si, il est là, Modo. Pas de souci, mais il n'y a rien Le Modo est toujours là, donc pas de souci. Merci en tout cas à vous de m'avoir suivi. N'hésitez pas à aller voir d'autres contenus sur la chaîne YouTube Un jour d'histoire. Je vous remercie d'être fidèle au poste tous les jeudis à 18h. La semaine prochaine, je vais réfléchir au thème. Peut-être la guerre froide. Je sais qu'on me la demande. Donc on fera sans doute, certainement la guerre froide la semaine prochaine. Voilà. Merci à vous tous, à vous toutes. Je vous embrasse bien fort. Portez-vous bien, prenez soin de vous. Et puis, comme je dis toujours et à chaque fois, eh bien, à bientôt et à très bientôt pour un nouveau jour d'histoire. Salut les amis.